Bonjour, je m'appelle Steve Jaudoin. Bienvenue à Génération Interconnectée. C'est important qu'on forge ses connexions. Moi, je me rappelle quand j'avais 12 ans, Pour jaser avec nous aujourd'hui, on a Léa Sportes et Françoise Sigur-Cloutier et on va parler de féminisme avec un grand F. Alors donc, commençons, discutons. Léa, peux-tu me parler de toi en premier? donc moi, ça fait seulement 1 an et demi que je suis arrivée à Calgary et au Canada en général. Donc je viens du sud de la France. En arrivant ici, finalement, j'ai trouvé ce travail. Donc je travaille pour la FAFA, Fédération des aînés franco-albertains. Et je retrouve un peu, finalement, de la communication, du journalisme, toutes mes bases un petit peu dans lesquelles j'avais étudié. Donc voilà, toute fraîchement arrivée. C'est déjà mon 2e hiver, donc ça va, je suis un peu préparée. Mais c'est quand même toujours un petit choc. Choc Moins 30 thermique. pour toi, c'est rien maintenant. Ça commence... bon, voilà. Et vous, Françoise, parlez-nous un peu de vous. Moi, je suis née à Toulouse. J'ai fait mes études à Toulouse. Je suis arrivée à Calgary en 69. Mais j'ai vécu à Calgary pendant 21 ans, où j'ai fait beaucoup de développement communautaire. Après ça, je suis partie en Saskatchewan pour 29 ans. Ce que je croyais qu'elle allait durer quelques années a été 29 ans. On est revenu en Alberta, à Calgary, il y a 3 ans et demi. Wow, OK. Et pour vraiment aller dans le sujet de notre podcast d'aujourd'hui, pouvez-vous me décrire un peu le rôle de la femme à l'époque? Disons à l'époque où vous arriviez ici à Calgary en 69. Tu sais, c'était comment ici à l'époque? Bon, alors d'abord, Calgary, c'était un gros village, hein, 69. C'était un gros village, même si c'était 300 000 habitants. C'était quand même... On laissait les portes ouvertes. J'ai tout de suite connu... Je parlais pas beaucoup anglais. Je pouvais l'écrire et le lire, ça oui, mais je pourrais pas le parler, OK? Et j'avais du mal à le comprendre, surtout avec l'accent d'ici. Mais de fait, c'était très chaleureux. C'était... faut dire que tout de suite, je suis tombée dans le bain de l'université ici, là. J'ai continué mes études ici, j'ai fait un bac en éducation. Mais je suis tombée dans le club de l'université, le club français de l'université, avec des jeunes de mon âge. En arrivant en 69, on est à la veille des années 70. Et les années 70, c'était pas mal chouette pour tout le monde. C'est pas justement l'année de la libération un peu... C'était même beaucoup sexuelle, entre guillemets. Beaucoup de libération. Voilà, oui, madame, beaucoup de libération. Je me vanterai pas, mais ce matin, j'écoutais 2 collègues de politiciennes du Québec, puis elles disaient, on en a profité. Oui, et moi aussi. OK, là, bon. C'était les années 70. Bon. Moi, j'avais eu mes 3 enfants. C'est beau, là. C'est assez, là. Je fais mes études, je travaille. J'ai fait toutes sortes d'affaires, encore une fois. Et là, comment étaient les femmes? Alors, moi, disons, tout le monde me disait, « Oh, vous êtes ambitieuse. » Puis là, j'étais là. Je suis ambitieuse parce que, bon, je disais, j'avais 3 traits de tiercé. J'avais 3 enfants. Je travaillais 3 heures par jour et je prenais 3 cours à l'université. Alors, j'avais une vie bien remplie, on dira. Mais il y avait toujours du temps libre. OK, on va se dire ça, là. Pour vivre ces années 70 que j'ai beaucoup vécues, que j'ai beaucoup aimées, qui, justement, Calgary, moi, ça m'a permis... Les gens que j'ai fréquentés, c'était pas des gens coincés. C'était des gens qui m'ont accueilli. C'est des gens qui m'ont permis de devenir qui je suis. Donc, comment étaient les femmes ici? Celles que j'ai rencontrées étaient ouvertes, étaient agréables, étaient amicales, étaient... Oui, justement, vous n'avez pas été jugée en tant que mère pour avoir aussi en même temps des enfants, un travail et des études. Généralement, c'était peut-être un peu mal vu, justement. Justement, vous n'avez pas été jugée pour ça. Tout le monde m'encourageait, me regardait un peu avec envie des fois, mais non, je me suis jamais sentie jugée. Non, le seul moment où je me suis sentie jugée, c'est quand... évidemment, j'étais quand même près de la paroisse. C'est quand on s'est séparés avec le père de mes enfants. Là... Oui, déjà, un divorce, là, il y a eu du jugement. Il y a eu du jugement. Il y a eu quelques jugements. Mais des jugements parce qu'il y avait beaucoup d'envie aussi. Parce que oui, peut-être qu'elles n'osaient pas. Elles n'osaient pas, surtout. Parce que justement... subir. Tous les hommes sont parfaits, non? Alors... Oui. oui. Oui.
Oh non, mais non. Parlons-en. Oui, parlons-en. Mais on est là pour ça, d'ailleurs, pour montrer que c'est pas tout à fait le cas. Prouvez-le-moi. Je suis pas la personne pour ça. Mais est-ce qu'à l'époque, est-ce qu'il y avait une différence, disons, entre la France... Tu sais, quand vous êtes parti de la France pour venir ici au Canada, comme ça, est-ce que c'était différent ou est-ce que c'était similaire un peu? Quand même, c'était très différent. Et moi, j'étais partie de la France, pas pour suivre un conjoint, pas parce que j'étais opprimée politiquement ou que sais-je, mais je me suis sentie, moi, opprimée dans mon milieu. Et je sentais que dans ce milieu-là, je ne pourrais pas faire ce que je voulais faire. Je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire, mais je savais que je ne voulais pas faire ce pourquoi tout le monde m'alignait. Alors, je dis à la blague que je suis une réfugiée familiale, mais c'est-à-dire que je me suis sauvée de ma famille. Un peu ça, beaucoup ça, beaucoup ça. Parce que si quelqu'un m'a jugée, c'est bien en France, quand tout d'un coup, j'ai eu un enfant 6 mois après mon mariage, j'en ai eu une autre 13 mois après, quand je suis tombée enceinte, 3e fois, j'ai dit, je ne peux pas leur annoncer. Je n'ai pas annoncé à personne. J'ai dit, heureusement, c'était rapide à ce moment-là, mais j'ai fait ma demande pour venir au Canada. Ça a pris 2 mois et demi. Le Canada, elle fait des enfants, elle est assez éduquée. Le père des enfants était Manuel. Donc, OK, schlac, OK. Voilà vos billets, venez-vous-en, vous nous rembourserez quand vous pourrez. Alors, j'ai fait un petit arrêt à Montréal. J'ai passé 2 ans à Montréal, dans lequel je me suis sentie encore plus coincée. Je me suis dit, je ne suis pas venue dans un pays pour me sentir encore plus coincée que là. Parce que là, les Français étaient traités de maudits Français à Montréal, à ce moment-là. Les enfants assez mal accueillis. J'ai encore sur le cœur le fait que quand on cherchait un appartement, il y avait beaucoup d'endroits où ça nous disait « pas de chien, pas d'enfant », OK, là? Alors, là, je me suis sentie super mal accueillie. Quand je suis arrivée à Calgary, je dois vous dire que là, c'était tellement un accueil inconditionnel. Pour tout. Là, j'ai pu faire ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai pris finalement ma première cuite, même à Calgary, à 23 ans ou 24 ans, parce que j'avais jamais osé faire quelque chose qui sortait du rang. Je pouvais pas. Là, j'ai essayé, j'avais jamais bu d'alcool fort, puis j'ai bu comme l'équivalent d'une tasse de Johnny Walker, quelque chose du genre, puis ça m'a sonné. Je suis restée là. Mon corps l'a pas pris. On coupera ça au montage. Mais anyway, moi, j'ai pas senti qu'il y avait... Contrairement, par exemple, quand je suis arrivée en Saskatchewan, où là, j'ai senti le clash entre le rôle des femmes. C'était en 90, c'était 20 ans plus tard. Là, le rôle des femmes était clair, traditionnel. Et quand je suis arrivée pour développer un groupe de femmes, on va dire que c'était pas évident. Et j'ai dû travailler fort pour arriver à faire accepter que le prêtre soit pas aux réunions, que les hommes réagissent pas trop, que les hommes laissent sortir les femmes pour une soirée. Les années 40 ou... On se croirait dans les années 40. Non, mais elles avaient plus que 60. Ben oui. Elles avaient 50 ans, elles avaient 60 ans. Non, mais attends, OK, là, c'est vrai. Alors, mais quand je suis arrivée à Calgary, une dizaine d'années plus tard, maman a voulu venir ici. Et maman a eu exactement la même impression. Elle aussi, elle sentait qu'elle avait une espèce de joug sur elle en France. Quand elle est arrivée ici, elle a fait ce qu'elle voulait. Elle fait de la peinture, elle a fait du chant, elle a fait du théâtre, elle a fait, avec les groupes d'aînés, elle a fait toutes sortes de choses. Elle a fait ce qu'elle avait le goût de faire. Alors, là, tout commençait à s'ouvrir. Calgary commençait à s'ouvrir. Le monde commençait à s'ouvrir. Il y a eu la pilule est arrivée, la libération sexuelle est arrivée, la musique était extraordinaire, OK, là? Alors, finalement, on vivait dans un monde qui était en train de s'ouvrir à tout ça. Et moi, mon monde, à ce moment-là, c'était l'université et la paroisse, OK, là? Mais, bon, la paroisse, évidemment, ça avait... J'étais quand même une petite maman bien gentille qui amenait ses enfants à la messe. Moi, j'avais des jupes tellement courtes, là. Tout le monde s'en rappelle. Je crois qu'on ne pouvait pas avoir plus court que ça. Et de fait, je ne sais pas si j'aurais osé faire ça en France, OK? Je ne sais pas si j'aurais osé, en étant une jeune maman,
porter ses jupes courtes. Dès que mes enfants sont allés à l'école et tout ça, ils disaient « Est-ce que ta mère, c'est un fashion model? » Et puis, mes enfants étaient là « Non, 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 non. » Oui, vous avez 3 enfants, mais vous avez, entre guillemets, que 23 ans. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Oui, c'est ça. En 3 ans, on a envie de s'habiller comme une jeune fille de 23 ans. Ben, c'est ça. Pas parce qu'on est maman que c'était ça, C'est ça. qu'il fallait... Mais en France, oui. ouais. Ah, en France, oui. je veux bien l'imaginer. Ouais. En France, oui. Il aurait fallu que je m'habille autrement. Je me rappelle, quand j'étais à Montréal, ils étaient en train de circuler une pétition contre l'éducation physique à donner pendant les heures de classe. Parce que ça risquait de... Peut-être y aller avoir, justement, des vêtements qu'on allait porter qui allaient être... Perçu comme étant... Ben, surtout, ça commençait à être un peu co-ed, c'est-à-dire garçon et fille, là. Et là, c'était affreux. Alors, le Québec était comme ça. Mais sinon, ici, là, il y a... Même avec mes jupes courtes, j'allais à l'église avec mes jupes courtes, OK? Parce que j'avais pas d'autre chose. Il y a personne ici qui m'a dit « T'as pas le droit de faire ça. » Tout le monde m'a dit « Go for it, OK, là? » Ah, elle est moins chaude. Et toi, Léa, si je disais, mettons, parce que toi, tu fais partie de la Oui, nouvelle... j'ai moins l'expérience que Françoise à ce Ouais. moment-là. Mais non, mais Ouais. c'est ça. Mais parce que c'est ça. Parce que là, il y a quand même beaucoup de parcours qui a été fait Bien sûr. pour en arriver où on est aujourd'hui. Donc, toi, dans la société actuelle, tu dirais, on en est où présentement, justement? Moi, quand j'entends Françoise parler, j'ai l'impression que à ce moment-là, à cette époque-là, dans les années 70, vous pensiez que tout était possible et que ça allait aller que en évoluant. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on régresse énormément. C'est ça qui fait un peu peur aujourd'hui. Et quand on voit, moi, j'ai pas vécu trop de choses comme ça discriminantes personnellement, parce que, bon, je trouve quand même que la place de la femme dans la société, elle est quand même de plus en plus quand même valorisée, et on fait quand même de plus en plus attention à comment on nous traite, même si c'est pas encore totalement naturel. J'ai l'impression que c'est plus, bon, bah là, il faut faire attention pour pas être stigmatisé, etc. Mais, par exemple, quand on regarde à la télé, il y a des choses qui passaient à la télé dans les années 80, 90, même 2000, qui aujourd'hui ne sont plus du tout acceptées à la télé. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Liberté d'expression, ça, c'est encore un débat un peu complexe. Mais quand je vois, par exemple, même ce qui se passe récemment là aux États-Unis, où l'IVG est interdit dans beaucoup d'États, enfin, je me dis comment c'est encore possible? Comment on en arrive là? Et je ne sais pas comment on peut arranger ça. Je sais pas. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que... C'est Simone de Beauvoir qui a dit qu'à chaque fois qu'il allait y avoir des problèmes dans la société, les droits des femmes vont reculer. Chaque fois. Chaque fois. Et c'est ça qui arrive. Je sais C'est pas quand les gens comment- ont peur. Parce que les gens ont peur, là. OK, là. Mais Quand les gens... De quoi? Peur de quoi? De perdre le contrôle, madame. Parce que finalement, ce qu'on a fait dans les années 70, c'est enlever du contrôle aux hommes, OK? C'est absolument ça qu'on a fait, OK, là? Et c'est allé en augmentant. Et maintenant, les hommes, je veux dire les hommes en général, je veux dire les hommes de droite qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis, sont en train justement de dire, moi j'ai tellement peur de perdre le contrôle que je veux absolument garder ce contrôle-là sur ton corps. Qu'est-ce que font les talibans actuellement? C'est exactement ça. Ils ne veulent pas perdre le contrôle des femmes qui peuvent penser par elles-mêmes, qui veulent agir par elles-mêmes, qui veulent étudier par elles-mêmes, qui veulent faire qu'est-ce qu'elles veulent avec leur corps par elles-mêmes. Ça fait 2000 ans qu'on nous contrôle le corps. Ça va-tu faire ou quoi, là? Mais comment est-ce qu'on explique que... Mais ce qui est triste dans tout ça, c'est de voir qu'il y a un grand nombre de femmes aussi de la droite qui appuient ça. Quand même. Eh oui, mais là... Mais ça, alors, c'est une autre journée, là. Mais ça, c'est ça qui est épeurant, je trouve, moi. C'est un sujet énorme. Le fait pourquoi, justement, il y a des femmes... Pourquoi toutes les femmes ne sont pas sur la même longueur d'onde? Ah, ben là, c'est un gros sujet. Puis Ouais. là... Moi, mais- je pense qu'il faut voir dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est une femme, c'est aussi être féministe que de vouloir finalement rester à la maison et élever ses enfants. Absolument. C'est ça. Je trouve que des fois,
on est aussi jugé des fois par les féministes quand on dit ben non, ben moi je veux rester à la maison, élever mes enfants, des choses comme ça, pas forcément travailler. Et je trouve que c'est aussi un droit en tant que femme de pas vouloir, avoir cette voix-là. Ben oui. Et il faut pas imposer non plus des règles dans le féminisme. C'est exactement ça. Je trouve que c'est ça aussi qu'il faut. Et c'est vraiment exigeant. Ouvert. Ouais, exactement. Ouais. Parce que, oui, justement. C'est justement laisser à tout le monde le droit choix. De faire. Le choix. Le choix d'adhérer à certaines idéologies, le choix d'adhérer à certains choix de vie. Why not? Pourquoi Exactement. pas? Mais Il ne faut pas empêcher les autres de pouvoir faire leur propre choix aussi. Mais c'est ça. C'est ça qui On devient dangereux. On peut pas faire ça, là. Mais on est dans une période aussi où tout est tellement... il y a une grande division un peu partout, à tous les niveaux, n'est-ce pas? Alors, ça devient difficile de savoir de quoi est-ce qu'on peut parler. Je veux dialoguer, je veux parler, je veux en apprendre. Je pense que c'est ma place. En fait, ma place est là pour apprendre, pour justement discuter sans dire, tu sais, pousser sans la être vision. Jugé, Oui, voilà, aussi, voilà. Ouais. Mais je crois que le problème de nos jours, c'est qu'il n'y a presque plus de dialogue, OK, là? Ouais. Il suffit d'être un peu sur Twitter pour voir ça tout le temps. Il n'y a personne qui engage un dialogue. On est toujours en train de dire, non, mon point de vue, je veux le défendre jusqu'au bout. Tant qu'on est dans cette situation-là, on ne s'écoute pas. Non. Moi, je crois que ce qui manque le plus de nos jours, c'est le dialogue. Oui, parce qu'un homme peut tout à fait aussi parler de féminisme autant qu'une femme. C'est pas parce qu'il n'est pas femme qu'il ne peut pas ressentir cette inégalité, etc. Et souvent, ils ont dit, mais t'es pas une femme. Tu peux pas ressentir, certes, mais je pense qu'ils ont tout autant un point de vue sur le sujet. Ils ont au moins leur droit de dire qu'est-ce qu'eux pensent et comment ils se sentent par rapport à ça. Ouais. Par contre, aller prendre une décision pour sa conjointe... Ah non, mais non. Ça, c'est autre chose. Oui, ça, c'est autre chose. Mais moi, dans un sens, j'ai vu que la pilule conceptionnelle a été adoptée l'année où moi, je venais juste de retomber enceinte pour la 3e fois. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas encore droit aux pilules anticonceptionnelles. OK, là. Quand je suis arrivée au Canada, on a réglé le problème. Ouais. Parce que finalement, c'était ça. Mais ce qu'il y a, c'est que le fait de dialoguer, le fait de... Parce que c'est valable entre femmes et hommes, entre nouvelles générations, générationnel. C'est valable pour tout, là. Dialoguer sans être jugé. C'est ça le plus ça. difficile. Voilà, Il faut pouvoir s'exprimer et aussi pouvoir écouter l'autre. Parce que si on n'écoute pas, c'est là que ça tombe. C'est là que de nos jours, on est en train d'avoir des dialogues de sourds avec tout. Je pense que le problème de ma génération, c'est qu'en fait, vu qu'on ne s'est pas battu pour nos droits, on les prend pour acquis. Voilà, on les prend pour acquis et on ne voit pas en fait qu'on est en train de progressivement en perdre. Et je pense que c'est pour ça aussi, c'est important de parler avec nos aînés de ça, si on a encore la chance d'avoir nos grands-mères, etc. Et que nos grands-mères veulent bien aussi en parler, parce que des fois, il y a certains sujets qui sont peut-être un peu compliqués. Mais moi, je me rappelle que quand j'avais 12-13 ans, j'ai eu une discussion avec ma grand-mère qui me dit, tu sais, moi, je suis tombée... J'ai ma mère et 2 oncles, donc ils sont 3 dans la... Oui. Elle dit, moi, j'aurais dû avoir 6 enfants. Je dis, ah bon, mais comment ça se fait? Elle dit, il y a des fois, je suis tombée enceinte et j'ai pas pu... Financièrement, on ne pouvait pas les élever. Et j'ai pris des décisions. Et du coup, elle m'a expliqué qu'elle a été voir un médecin qui n'était pas agrémenté, que c'était très grave, qu'elle aurait pu mourir, quoi. C'était du fil de fer, des choses terribles, quoi. Mais ça, on ne se rend pas compte, en fait, de la chance qu'on a quand même, malgré tout. Ça a été quoi? C'est Simone Veil qui a... Oui, c'est Simone Veil, je crois, qui a donné le droit aux femmes à l'avortement. Oui. C'est pas que c'est... Le droit de vote et le droit à l'avortement. Le droit de vote, c'était plutôt... Le droit de vote, c'est le général de Gaulle. 44, le droit de vote. Ouais. Le droit à la contraception à 67. Et le droit à l'avortement, j'y vais, 75. 75. Alors, disons que quand on voit ça, parce que je suis quand même tombée enceinte, malgré tout ça, évidemment, il fallait bien. Mais puis, la personne, j'ai dû demander, absolument, j'ai dû avoir l'autorisation écrite de mon mari. Et le médecin qui m'a fait ça m'a demandé de l'argent comptant.
Et L'argent, ah ouais. de l'argent C'est comptant. parce qu'il faisait ça, il n'avait pas le droit de le faire. Il faisait Ben, ça. je sais pas si c'est ce que je me demande, mais j'ai fait ça quand même à Foothills, là. J'espère que c'était... en tout cas, je sais pas trop. Je suis en train de me poser 1001 questions, OK, là? Et puis, là, j'avais demandé qu'on me ligature les trompes, puis il les a coupées, puis j'ai plus jamais pu rebâtir ça. Plus jamais, plus jamais, jamais. Alors après ça, quand je me suis mariée et que j'ai voulu avoir des enfants, ben tout bête, OK? Ben oui. Le médecin, il s'était dit, j'avais 26 ans. Il avait dit, tu veux plus d'enfants, tu n'en auras plus. J'ai parlé de ça l'autre jour quand j'ai parlé justement de combien de femmes autochtones étaient stérilisées sans leur consentement. Mais moi, j'ai été stérilisée sans mon consentement à 26 ans. Alors, à Calgary, en 72, janvier 72, à Foothills. Pour nous, on prend ça pour acquis, et donc on se rend même pas compte quand on est en train de perdre certains droits. Comme vous dites, de divorcer, dans certains pays encore de pouvoir avorter, etc. Pour nous, ça nous paraît tellement normal, et c'est pour ça que je trouve qu'on se bat pas assez, on se renseigne pas assez sur les droits qu'on a et les droits qu'on n'a plus. Et je trouve surtout qu'on ne s'est pas assez enseigné à l'école. On ne sait pas tout ça. On sait Il pas. faut le faire à travers les livres des féministes, OK, là? Oui. Il faut lire Françoise Giroud, il faut lire Benoît Groux, il faut lire Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Il faut lire ça, ces femmes-là qui étaient brillantes, qui étaient géniales, OK, là, et qui sont battues toute leur vie contre des endroits pour hommes, OK, là. Mais ça, on ne le fait pas non plus ici, hein, en passant, je veux dire, ça non plus, c'est pas appris ici non plus. Quand j'ai dit à des jeunes femmes l'autre jour que moi, j'avais jamais eu droit à des congés de maternité, elles étaient là en train de dire « Ben voyons donc, tu n'es pas si vieille que ça. » Ben oui, mais je suis assez vieille pour pas avoir eu droit à des congés de maternité. OK, là? Puis même, à des moments donnés, on ne me donnait pas d'entrevue parce que j'étais une femme et que j'étais une jeune femme, OK? Et que donc, je risquais d'avoir des enfants et que donc, je risquais... Mais ça, c'est encore aujourd'hui, hein. Oui. La discrimination de la femme par rapport à le fait qu'elle peut avoir des enfants et du coup, pendant un certain temps, elle ne va pas pouvoir travailler. Moi, on m'a déjà demandé quel âge vous avez, en France, je sais qu'ici au Canada, on n'a pas le droit de demander l'âge, mais en France, beaucoup. Et quel âge vous avez? Et est-ce que vous avez un conjoint? Moi, je disais toujours que j'étais célibataire. Comme ça, il n'y avait pas de problème. Est-ce que vous voulez des enfants? Ah non, pas du tout. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je déteste ça. Non, mais voilà. Surtout qu'en France, on a beaucoup d'aide quand on est, malgré tout, quand on a des enfants. Hein, l'État aide beaucoup financièrement. Donc aussi, ils savent que c'est bien ça quand même. Oui. Il y a quand même eu beaucoup de progrès à certains niveaux, sure. On retombe un peu dans les mauvaises habitudes, ça, on le sent. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, même si on parle si on pense maintenant même au sport professionnel, disons, que les hommes ils réussissent à faire des millions et des millions de dollars en faisant leur sport. La femme qui va jouer le même sport, il n'y a même pas de ligue professionnelle, où ça commence, mais ils ne reçoivent vraiment pas de salaire. On dit on ne peut pas comparer les choses. Il y a des choses qu'à un moment donné, on peut comparer. Oui, OK. Là. Oui, à travail égal, même heure, même niveau d'études. Non, voilà. Même niveau d'études, même niveau de responsabilité, même niveau de... Pendant longtemps, la femme a fait moins d'études que les hommes de part, justement, de devoir garder les uns. Mais maintenant, ça fait, je pense, au moins maintenant une vingtaine d'années que la femme fait autant d'études que l'homme. Donc ça, c'est plus une excuse. Sinon plus, en fait. Sinon plus, c'est plus une excuse. Et j'ai l'impression que le problème, de se faire entendre, c'est qu'on est obligé de menacer un peu, de faire peur à l'homme. J'entends par là, par exemple, le mouvement MeToo, par exemple, qui s'est développé là, voilà. Et en fait, parlons-en. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que l'homme, en fait, marche un peu sur des œufs, quoi. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir un petit peu de respect en disant attention, même si des fois, ça peut des fois rentrer dans l'extrême, c'est-à-dire que maintenant, on ose plus, ils osent plus nous aborder juste pour... Il ne faut pas que ça tombe dans l'extrême. Il y a plus, moi, je sais que ma génération, il n'y a plus de drague, ça n'existe plus. Okay. Bon. C'est vrai, hein? C'est que sur les réseaux, etc. Hein. Tout se passe sur les réseaux. Tout se passe sur les réseaux. On est en terrasse, etc. Plus personne vient se parler pour s'aborder. Ça n'existe. Mais je pense que il y a aussi un peu une crainte de Mais c'est pas pour ça que les hommes ont plus de respect pour les femmes en passant. C'est le problème, c'est parce qu'ils ont peur de... Oui. Mais c'est à travers la peur, et c'est ça qui est, je trouve, un peu dommage. Et puis ils se rachètent ailleurs, c'est-à-dire ils se rattrapent ailleurs, on dirait, où ils deviennent
extrêmement virulent, justement, et où ce mouvement MeToo, qui a été un paroxysme, un ras-le-bol effrayant. Là, c'était... C'était un ras-le-bol que plus personne n'en pouvait de ça. Là, là. La société a pété là, avec ça. Là, là. Puis, alors, c'est comme tout ras-bol. C'est sûr qu'on est allé dans certains extrêmes. Mais de notre côté, il y a eu des choses qui sont sorties au grand jour. Puis, et je crois que ça soit à la fois pour les abus sexuels ou en tout cas les libertés sexuelles que les hommes prenaient envers les femmes, envers les enfants, dans les communautés religieuses, dans tout ça, je veux dire, OK, on n'en finit plus, là, OK, là, alors... Puis, chose qui paraissait normale. Quand je reviens sur le fait de la télévision, des fois, il passait une émission, par exemple, où il y a une femme qui passait, l'homme lui mettait la main aux fesses pour rigoler, tout le monde rigolait, tout le monde trouvait ça tellement marrant, tellement drôle, et puis la femme, on voyait qu'elle était là, elle disait rien, c'était l'époque. Et ça, pour ça, c'est... Aujourd'hui, c'est inconcevable de faire ça, et c'est normal. Alors, évidemment, maintenant, est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'on est rendu au même point? Un peu, là. OK, là. C'est ça. Faut pas... Je suis d'accord dans le sens où, voilà, faut toujours dans le tout, il faut un juste milieu. C'est ça le... Mais ça va souvent dans les extrêmes avant de retrouver le juste milieu, comme un peu le pendule. Hein? C'est vraiment comme... Et ça, encore une fois, ça va arriver si on arrive à établir un dialogue. Parce que si on n'arrive pas à établir ce dialogue-là, si tout le monde, justement, est derrière son écran, puis commence à disons, pédaler dans sa tête et puis commencer à juste s'enrager après une situation qu'il ne contrôle pas, parce que c'est un peu ça aussi, OK? Dès que... Mais même de nos jours, OK? Même s'il y a eu MeToo, même s'il y a eu tout ça, si quelqu'un fait des farces sur une fille qui est, mettons, un peu ronde, n'importe quoi, n'importe quel gars qui est dans la salle, même le plus malatriqué, le plus moche, il peut faire des farces sur une fille qui est un peu ronde, OK? Et tout le monde va trouver ça drôle encore. C'est pas sexuel, mais c'est... Tandis qu'il n'y a aucune femme qui va normalement faire des farces sur un homme, sur son apparence physique, OK? Tandis qu'encore, beaucoup de blagues sont faites sur le... Vous voulez dire que la femme est souvent ramenée à son corps plutôt qu'à son esprit, oui. Exactement. Toujours ramenée au corps des femmes et au contrôle du corps des femmes et à l'image que s'en font les gars. Mais je trouve que c'est aussi à cause de la société, parce que nous-mêmes, en tant que femmes, on a toujours aussi cette pression du corps parfait, etc. Oui, mais alors, ça vient de où? Ben voilà, c'est ça, c'est la société aussi des hommes qui nous met... C'est qui a l'argent et qui dirige les magazines féminins, par exemple, OK, là? C'est qui finance les magazines féminins? C'est qui finance derrière tout? C'est qui a l'argent? OK? Qui est-ce qui a... Regardez, c'est toi, Steve. T'as l'argent, Steve? C'est pas moi qui ai l'argent. Mais je comprends ce que tu dis. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, parce qu'ils gagnent plus, les hommes en général gagnent plus et ont plus de richesses. J'ai pas les chiffres aujourd'hui sur les yeux. Oui, il y a beaucoup plus d'hommes chefs d'entreprise millionnaires que de femmes, bien évidemment. C'est ça, exactement. Okay, là. Les femmes, on peut les citer sur une main ou deux max, OK, là. Les hommes, non, OK, là, on peut pas. Puis, dès qu'on a le fric, on a le pouvoir. Et dès qu'on a le pouvoir, on en abuse, OK, là. Puis on le voit, hein. Que ce soit le pouvoir, mais le pouvoir financier surtout, parce qu'il n'y a rien de nos jours qui n'est pas contrôlé par le pouvoir financier. Que ce soit la politique, justement, la société, l'image des femmes, c'est qui maintient cette image des femmes? Au cinéma, dans les magazines, partout. Ça se développe un peu et puis C'est pas nous, dans notre petit milieu, qui pouvons influencer l'image. C'est des années de lavage de cerveau avec ça, avec des filles comme Marilyn Monroe, des choses comme ça, très sexualisées, etc. Ça va prendre du temps, je pense. Ça prendra encore du temps pour changer les mentalités. Est-ce qu'on est en train de désexualiser, là? Est-ce qu'on est en train de faire ça, quelque part? Je sais pas, mais en tout cas, on s'ouvre quand même par rapport à tout ce qui est aussi la communauté LGBTQ, etc. Je pense qu'on en voit plus dans les films, on s'ouvre quand même à ça. À une image différente. Une image différente. Est-ce que ça va profiter aux femmes? L'avenir nous le dira. Moi, disons, je me pose vraiment la question. Est-ce que l'acceptation plus grande, est-ce que ça va faire progresser les droits, stabiliser les droits des femmes? Je me demande. Il faut qu'aussi eux puissent entendre et pas se braquer à chaque fois. Et puis voilà, être ouvert au dialogue, ça c'est certain. Je suis tout à fait d'accord.
que c'est hyper important d'être ouvert au dialogue et qu'il y a une importance d'écoute qui a comme pas été présente pendant des années. Oui. Mais là, c'est le temps de, OK, il faut écouter, il faut dialoguer. Comment on va faire ça? Bien, on va régler ça ici. On va laisser inviter. C'est aujourd'hui que ça se fait. Ben, disons, c'est un début, hein? Ouais. C'est un début intergénérationnel. Voilà. Je peux pas imaginer que dans 20 ans, mes arrière-petites-filles vont pas avoir les moyens de faire une vie à leur mesure. OK, là. Alors, je me dis que ce soit les filles et les hommes. Ce que je souhaite, évidemment, c'est qu'il y ait une plus grande harmonie au point de vue sociétal, je veux dire, sociétal. On regarde à chaque fois dans l'histoire, les révolutions prennent du temps, mais elles arrivent. Donc ça va prendre du temps, ça va arriver. C'est justement la génération de votre petit-fils qui vont être plus éveillés à le féminisme, à l'écologie, etc. Et je pense que c'est cette génération-là qui va nous sauver d'un peu de tout ça. Mais ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Mais moi, je me sens mieux comme ça, en fait. Tu te sens mieux? Oui, je me sens mieux tout d'un coup. Léa, Françoise, merci beaucoup. C'est très fun de discuter avec vous. Et puis nous, on va se voir dans un prochain épisode. Merci, là.